Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interdit d'interdire. Donald Trump a menacé aujourd'hui la Turquie de la dévaster économiquement si celle-ci s'en prenait aux Kurdes. Après le retrait des troupes américaines de Syrie, la France, elle, se retirera quand une solution politique sera trouvée, a déclaré Jean-Yves Le Drian. Mais la France peut-elle quoi que ce soit sans les États-Unis, sachant que la Russie et l'Iran soutiennent Bachar el-Assad? Alors comment va se terminer la guerre en Syrie? Pour en débattre, nous avons invité Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, actuellement directeur de recherche à la Fondation Médecins sans frontières. Vous êtes l'auteur de Diplomatie de l'ingérence aux éditions Elitis et de Guerre humanitaire, mensonges et intox aux éditions Textuelles. Est-ce que pour vous la guerre en Syrie est terminée, Ronnie Broman? Je précise d'abord que je m'exprime à titre strictement personnel, naturellement. Et non, la violence a certes décliné et d'une certaine manière, il faut s'en réjouir. Mais les perspectives politiques ne sont pas encore là. Or, tant qu'il n'y aura pas un début de négociations politiques, à la fois nationales et régionales, c'est-à-dire avec les acteurs qui comptent, la Turquie, l'Iran, la Russie en particulier, je crois qu'on ne peut pas dire que la guerre est terminée. Éric Denessé, vous êtes directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement, c'est un think tank. Vous êtes l'auteur de La menace mondiale de l'idéologie wahhabite aux origines du terrorisme qui menace la France. C'est paru aux éditions VA Presse en 2017. Pour vous, la guerre en Syrie est terminée? Oui, pour moi, elle est terminée depuis près d'un an. En tout cas, elle est terminée presque sur un aspect militaire. Et prenant en considération le fait que la majorité des populations syriennes aujourd'hui revivent à peu près normalement, la solution politique durable n'est pas encore mise en place. Il reste des groupes liés à l'État islamique, mais on peut parler, bien sûr, à mon sens, d'une victoire de Bachar el-Assad. Frédéric Pichon, vous enseignez la géopolitique dans les classes préparatoires. Vous avez publié Syrie, une guerre pour rien aux éditions du Cerf et Syrie, pourquoi l'Occident s'est trompé aux éditions du Rocher. Pour vous, c'est terminé? J'aurais tendance à penser aussi qu'elle est terminée, un petit peu pour les mêmes raisons. Militairement, en tout cas, la chute de la Ghouta en mars dernier a, à mon avis, marqué vraiment le pas sur les aspects purement militaires. Et la politique, je trouve aussi, est assez avancée. Il y a tout un jeu international en ce moment, des réouvertures, des rumeurs de réouverture d'ambassades au niveau régional, au niveau des pays arabes, qui montrent que politiquement, une solution, en tout cas au niveau international, est en train d'être trouvée, en attendant effectivement cette transition, enfin cette réforme politique tant attendue, qui ne sera pas une transition, en tout cas, et qui ne passera pas par le départ de Bachar el-Assad. Je crois que ça, c'est une illusion qu'on a eue dès le début du conflit, enfin pas moi en tout cas, et qui ne passera pas par le départ d'Assad. Alors, petit rappel de ce qui s'est passé depuis que Donald Trump a annoncé le retrait des 2000 soldats américains qui sont encore en Syrie. Regardez. Les États-Unis envisagent de retirer leurs troupes de Syrie. Donald Trump a annoncé hier que l'organisation État islamique avait été vaincue dans le pays. Nous nous battons depuis longtemps en Syrie. Je suis président depuis presque 2 ans et nous sommes vraiment passés à la vitesse supérieure et nous avons gagné contre le groupe État islamique. Nous les avons battus et nous les avons bien battus. Nous avons repris le territoire et maintenant il est temps que nos troupes rentrent à la maison. La décision de retirer les 2000 soldats américains de Syrie ne changera pas la cohérence de notre politique. Nous allons continuer à agir contre la tentative de l'Iran d'établir une présence militaire en Syrie. Et si besoin, nous allons même élargir nos actions là-bas. Dernière démission en date, celle de Brett McGurk, l'émissaire des États-Unis pour la coalition internationale anti-djihadiste, a jeté l'éponge vendredi. James Mattis a aussi claqué la porte du ministère de la Défense. L'ancien général a exprimé ses désaccords avec le président Trump dans une longue lettre. Sur le sujet de nos alliés américains, je regrette très profondément la décision prise en Syrie et je veux ici rendre hommage au général Mattis et aux propos qui ont accompagné sa décision. Vladimir Poutine, lui, a félicité cette initiative. Concernant la victoire sur Daesh, en général, je suis d'accord avec le président américain et j'ai déjà dit, nous avons réussi à faire retourner la situation en Syrie. Nous n'avons pas pour le moment d'informations sur le retrait des Américains de Syrie.
Le président Erdogan de Turquie m'a donné des assurances dans des termes très forts qu'il va éradiquer ce qui reste de l'État islamique en Syrie. Nos troupes rentrent à la maison. Et on en vient à ces tensions entre la Syrie et Israël. Les deux pays s'accusent mutuellement d'attaques aux missiles. Ils disent avoir déclenché leur système de défense antiaérien. Et selon l'agence syrienne Sana, des frappes israéliennes auraient été menées depuis l'espace aérien libanais. Il s'agirait des premiers tirs israéliens depuis l'annonce du retrait américain de Syrie. L'armée syrienne est entrée dans la ville clé de Manbij, dans le nord du pays, une zone sous contrôle kurde. Ce déploiement de soldats répond à l'appel à l'aide lancée par les forces kurdes. Elles craignent une offensive de la Turquie après que Donald Trump a annoncé il y a quelques jours le retrait de ses troupes de la Syrie. En visite en Turquie, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche annonce que le retrait ne sera fait qu'une fois Daesh totalement vaincu. John Bolton appelle également à la sécurité d'Israël et des Kurdes. Cette déclaration a déclenché la colère du président turc. Recep Tayyip Erdogan a refusé de rencontrer l'ancien ambassadeur américain aux Nations Unies, les Kurdes étant considérés par Ankara comme terroristes. Et cette réaction à présent de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, déclare que la France se retirera militairement de Syrie quand une solution politique sera trouvée. Donald Trump menace la Turquie. Dans une série de tweets, le président américain se dit prêt à, je cite, dévaster économiquement la Turquie en cas d'attaque contre les Kurdes, tout en appelant ces derniers à ne pas provoquer Ankara. Donald Trump qui appelle également à la création d'une zone de sécurité de 30 km sans plus de précision sur sa localisation. Mais la Turquie a aussitôt réagi en appelant les États-Unis à honorer leur partenariat. Ankara compte poursuivre sa lutte contre les miliciens kurdes qu'elle considère comme des terroristes. Alors, il faut rappeler que la guerre en Syrie était au départ une guerre civile qui a commencé en mars 2011, donc il y a près de 8 ans, qui a fait plus de 350 000 morts. Vous disiez tous les deux que Bachar el-Assad a gagné. On a l'impression qu'il n'y a plus que la France qui pense que Bachar el-Assad devrait partir. Elle l'a toujours souhaité. Le souhaite-t-elle encore? Je ne sais pas, mais elle continue de penser à une solution politique, et vous aussi, Ronnie Broman, qui pourrait éventuellement faire partir Bachar el-Assad. Enfin, moi personnellement, je ne me considère pas comme, en droit de dire si Bachar el-Assad doit rester ou pas. Ce serait un peu ridicule dans ma position de simple citoyen. Je peux le souhaiter. Je pense que Bachar el-Assad a infligé tant de souffrance à son peuple que, me mettant à la place d'un certain nombre de Syriens, en effet, je peux le souhaiter comme une sorte d'aspiration morale. Mais c'est pas tout à fait de cela qu'il s'agit. Ce dont il s'agit en Syrie aujourd'hui, c'est de rétablir un état de paix qui permette la reconstruction, qui permette le retour des réfugiés. D'ailleurs, si je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes deux interlocuteurs sur l'existence de la paix, c'est que j'ai pris l'habitude, en tant que, acteur humanitaire de longue date, d'associer les processus de paix au retour des réfugiés. Il y a pour moi un indicateur humain extrêmement important qui est la décision que prennent des gens qui ont été par la force obligés de sortir de leur pays, d'y retourner. Chacun sait, ça a été montré dans de nombreuses enquêtes, que les Syriens veulent rentrer chez eux, ils ne cherchent pas un asile à l'extérieur, à l'extérieur de la région, ils sont restés en Jordanie, au Liban, en Turquie, parfois de force, mais quand même bien souvent dans l'espoir de pouvoir garder des liens avec leur ville ou leur région d'origine et de pouvoir y retourner dès que possible. Pour l'instant, que je sache, on n'enregistre pas de mouvement de ce type. D'où mon idée que si paix il y a, elle est encore si fragile qu'on ne peut pas vraiment tabler dessus. Quant à la question de Bachar el-Assad, je termine là-dessus, je ne veux pas monopoliser la parole. La question de Bachar el-Assad, je ne vois pas d'autre chose qu'un accord national et régional, c'est-à-dire les puissances régionales qui viennent apporter leur crédibilité, leur présence comme garantie de cet accord local avec la protection des minorités qui doit redevenir un enjeu important dans la région. Je ne vois pas d'autre issue que ceci. Donc que ça se fasse avec Bachar el-Assad ou sans Bachar el-Assad, l'important est que ça se fasse. L'avenir dira
ce qu'il en est. Son principal allié, Poutine, je ne crois pas qu'il soit prêt à sacrifier beaucoup pour maintenir Bachar el-Assad en place. Il n'y a dans cette région, comme d'ailleurs dans le monde entier, que des alliances de circonstances extrêmement volatiles. Le temps de la guerre froide, avec ses alliances stables, durables, et les calculs géostratégiques que l'on pouvait fonder sur ces alliances relativement robustes, est totalement révolu. On le voit aujourd'hui. Les systèmes d'alliances qui se nouent autour de la Syrie sont tous bancals. Ils sont tous, ils pêchent tous quelque part en soutien. On voit que ça change tout le temps, d'ailleurs. Ça change tout le temps, exactement. C'est cette volatilité qui interdit de faire des pronostics un peu crédibles. Vous êtes en désaccord avec ce que vient de dire René Broman ? En partie, comme vous l'avez dit, mais pourquoi ? Parce que moi je pense qu'effectivement la partie guerre est terminée pour l'essentiel, mais effectivement la paix n'est pas encore tout à fait là. On voit quand même un certain nombre de retours de réfugiés, on voit surtout la reconstruction qui commence à une vitesse assez extraordinaire, à peu près partout, et notamment dans les grandes villes. Je pense que c'est sur un plan psychologique surtout qu'elle est terminée. N'oublions pas que ce conflit syrien a duré plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale. Les chiffres des victimes sont très aléatoires dans leur définition. C'est indéniable, il y en a énormément. Et je pense que les années qui viendront nous permettront de voir ce qui relève vraiment de la guerre, des exactions du régime et des exactions de ses opposants. Je pense qu'on relativisera un peu plus. Encore une fois, il ne s'agit pas ni défendre Bachar, ni de... Vous aviez tout à fait raison. C'est pas le problème. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une logique qui est celle d'une géopolitique réaliste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver de la stabilité dans ce pays ? Et je crois que ce qui est important, c'est aussi de montrer à quel point ce pays a été bafoué, que ce soit par les acteurs internationaux comme par le conflit civil qu'il a connu. Mais on ne voit pas assez aujourd'hui ni l'ONU ni les grands acteurs internationaux se dresser contre la politique de la Turquie en Syrie, qui occupe de manière tout à fait illégale une partie du territoire, qui est rentrée avec ses chars. Qu'est-ce que l'on a vu comme déclaration à l'ONU pour condamner le régime turc de la même manière ? Il faut dire qu'il y a quelque chose comme plus d'une quinzaine de pays qui ont des forces à l'intérieur de la Syrie. Alors la Turquie fait partie. Voilà, mais elle occupe une véritable partie du territoire. Mais c'est le royaume de l'ingérence. Voilà. Nous parlions de la présence française. Elle est tellement saupoudrée et tellement symbolique qu'effectivement, il n'y a que nous qui pensons que nous jouons un rôle. Je crois qu'il faut être très réussi. Nous avons raté absolument toute notre politique étrangère sur ce pays dans la région depuis près d'une dizaine d'années. Pour vous, c'est une guerre pour rien. Voilà, et effectivement, j'avais rendu le manuscrit de ce livre peu après 2 séjours à Alep, les 6 premiers mois de l'année 2017. Et précisément au moment où le Quai d'Orsay, par le biais du centre le CAPS, le centre d'analyse de prévision, voyait ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire que il avait gagné la guerre, mais avait fixé comme consigne à la France, et je rebondis sur ce que vous disiez, sur la question de la reconstruction et du retour des réfugiés. Et ce document qui a été publié par le Figaro disait il faut à tout prix éviter et persuader nos partenaires, y compris du Golfe, de ne pas mettre un sou dans la reconstruction tant que Bachar el-Assad n'a pas quitté le pouvoir. C'est une position qui en fait continuait à faire durer le problème des réfugiés, sachant que, vous avez parlé de reconstruction, moi effectivement j'ai pu voir ça cet été dans la Routa, c'est impressionnant, vous avez des balais de camions qui évacuaient les gravats, et tout ça était les prémices de reconstruction, en tout cas immobilière. Mais la Russie n'a pas les moyens de financer. La Banque mondiale a fixé à 400 milliards de dollars le coût de la reconstruction pour retrouver les niveaux du PIB et niveau du capital même physique d'avant la guerre. Donc cette position française qui consiste à dire, j'aimerais bien qu'on ait des éclaircissements, qu'il ne faut pas mettre un sou dans la reconstruction, et en même temps que ce serait un cadeau fait à Assad pour le légitimer, et qu'il faut d'ailleurs empêcher le retour des réfugiés, car ce serait relégitimer Assad. C'est une position qui n'a pas de cohérence. Bon, après, Éric Densey a bien dit, de toute façon, la France, malheureusement, n'a plus de levier sur place, n'est plus prise au sérieux, mais c'est ça qui est en train de se passer. Donc la question des réfugiés, on est bien d'accord. Alors, elle est instrumentalisée. On voit très bien qu'il y a des retours de temps en temps de réfugiés, et on voit les caméras du régime, bien entendu, qui sont heureux d'aller filmer des gens qui disent que tout va bien, etc. Moi, j'avais vu ça déjà à Alep avec la police militaire tchétchène qui faisait des distributions de nourriture aux pauvres civils d'Alep-Est qui n'étaient pas partis avec la rébellion, qui étaient passés à l'Ouest, et à qui on distribuait des vivres comme cela. Mais cela dit, le problème
le problème n'est toujours pas réglé de ce point de vue-là. Au départ, c'est une suite-révolution arabe, ce qui se passe en Syrie en mars 2011. C'est comme ça que nous l'analysons. C'est une nouvelle révolution arabe. Des Syriens se révoltent contre le régime de Bachar el-Assad, comme les Tudiviens se sont révoltés contre celui de Ben Ali. Qu'en est-il aujourd'hui de ce conflit-là ? Ce que disait Jean-Yves Le Drian, c'est que la France restera tant que le problème ne sera pas réglé politiquement. Il disait la guerre contre Daesh n'est pas finie, disait-il lui, Jean-Yves Le Drian, et la guerre civile n'est pas réglée. Alors où en est-on de cette guerre civile contre Bachar el-Assad ? Est-ce qu'il y a encore eu des forces d'opposition contre Bachar el-Assad ? Incontestablement, au départ, il y a eu un effet printemps arabe. Moi, je me souviens qu'au printemps 2011, j'avais même croisé des institutrices qui emmenaient leurs enfants, les enfants de leur classe dans des manifestations. Alors je leur disais, non, mais bon. Alors après, il y avait la part que les services de sécurité avaient fait pour essayer de récupérer peut-être le mouvement, mais indéniablement, il y a eu cet aspect pacifique qui n'a pas duré très longtemps, il faut bien le dire. Il faut voir aussi qu'avant 2011, en Syrie, les réseaux sociaux étaient libres. Hein. Facebook, alors Twitter n'était pas très à l'époque répandu, mais Facebook marchait à plein. Bon, moi, j'ai fait partie de ceux, et je n'étais pas le seul, à penser que très rapidement, par le biais d'une espèce d'euphorie générale qui a consisté à dire de toute façon il faut abattre Bachar el-Assad, c'est même un ministre des Affaires étrangères français qui avait dit ça, on s'est dit les autres vont faire le sale boulot. Et les autres c'est la piétaille salafiste et autres dont un certain nombre de pays arabes voisins ont la spécialité, cette espèce de sport national, c'est l'exportation de ces personnages-là et qui ont pourri très rapidement la rébellion. Donc ceux-là, ils sont totalement... J'ai appris que Ahmed Jabra qui est l'actuel représentant de cette opposition démocratique, crédible, adoubée par les Occidentaux, venait de dire qu'il était d'accord pour des pourparlers directement avec le régime. Ce qui montre quand même un échec total de ce point de vue-là, de ce que les Occidentaux avaient essayé de soutenir en Syrie. Qu'est-ce que vous en pensez, René Broman ? Oui, je suis assez d'accord. Je veux ajouter que tout le monde a joué avec la variable djihadiste, si j'ose dire. Hein. Bachar el-Assad a ouvert les geôles dont il a libéré un certain nombre de combattants djihadistes, des combattants expérimentés, chevronnés, qui avaient combattu en Tchétchénie, en Afghanistan, donc des gens comme tous les dirigeants arabes l'ont fait depuis 20 ans, à la demande parfois des Européens. À la demande des Européens, on a mis en Égypte, on a remis dans la nature des frères musulmans, des djihadistes ou même des salafistes. En effet, il y a d'étranges convergences qui tiennent à une vision à court terme. Mais on est d'accord qu'ils ne se sont pas privés de ce levier, ils ont joué, j'ai jamais nié ça, évidemment. Et par ailleurs, il faut rappeler le nom de ce ministre des Affaires étrangères, c'est de Laurent Fabius, que vous parliez, qui déclarait à la frontière jordano-syrienne que Bachar el-Assad n'appartenait plus à l'humanité, qu'il en avait été en quelque sorte déchu. Quand on voit mais on se souvient aussi qu'il a été question à un moment que les Occidentaux interviennent contre Bachar el-Assad. Ça s'est joué à un fil quasiment du temps de Barack Obama et de François Hollande. Oui, en effet. Enfin, encore que l'intervention, vous parlez de l'intervention d'août 2013 en rapport avec l'usage d'armes chimiques à la Ghouta. Cette intervention, qui n'a pas eu lieu, finalement, qui a été remplacée par un accord russo-américain concernant le désarmement chimique, enfin le démantèlement des arsenaux chimiques de l'armée syrienne, ce qui était tout de même pas rien, c'était une avancée, tout de même, me semble-t-il. En tout cas, rien n'indiquait qu'une telle intervention visait à détrôner, enfin viser le régime lui-même. Il aurait pu viser des installations militaires et pas le régime. Donc là, c'était la totale incertitude. Et de toute façon, ça ne s'est pas fait, en effet. Mais je pense que le maximalisme moralisateur, je ne parle pas en l'occurrence de maximalisme moral, mais vraiment moralisateur, et je dis moralisateur, c'est pour moi évidemment de façon péjorative que je le dis, quand on considère qu'un dictateur n'est plus digne même d'exister, qu'il n'a plus sa place dans l'humanité, alors qu'on soutient d'autres dictateurs qui ne sont pas moins féroces, pas moins corrompus, pas moins intraitables. Je pense par exemple à l'Arabie Saoudite, qui est en quelque sorte un Daesh qui a réussi.
on est dans le moralisme le plus étroit, qui ressemble beaucoup plus à de l'opportunisme et à des pauses politiques locales qu'à un réel engagement pour la paix. Et le problème, c'est que ça finit par se voir à la fin. C'est-à-dire qu'avec l'affaire Khashoggi, la question du Yémen, par la suite, cette espèce de dichotomie obscène entre ceux qu'on soutient et ceux qu'on ne soutient pas. Enfin, vous avez utilisé le terme de réel politique tout à l'heure. Voilà, c'est ça qu'il aurait fallu faire depuis le début, ou alors intervenir. Mais on n'en avait pas les moyens et tout le monde le savait. Éric Denessé ? Je crois qu'il y a eu deux choses. Il y a eu dès le début une très mauvaise évaluation de la situation parce que nous étions aveuglés par ce qui se passait dans les autres, je dis bien soi-disant révolutions arabes qui sont en partie une forme de fumisterie. Le fait de prendre nos désirs pour des réalités courant 2011 sur la crise syrienne nous a totalement amenés à nous voiler la face. Moi, j'y étais un peu plus tard que vous, fin 2011. Personne n'a parlé, dès le début du conflit, des minorités chrétiennes ou des non-djihadistes qui étaient exécutés par les premiers opposants. Et surtout, personne n'a parlé des cérémonies œcuméniques communes qui étaient faites par les chiites, les sunnites, les chrétiens, qu'ils soient melkites, maronites, ainsi que les autres minorités, qui appelaient à la fin des combats. Et si, durant 8 ans, Bachar est resté en place, c'est pas que c'est un saint, c'est que 51, 52 ou 53% de la population le soutenaient parce que les gens ne sont pas amoureux de leurs dirigeants, mais entre le chaos et ce dirigeant-là, ils préféraient ce dirigeant-là. Et le deuxième élément qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que nous agissons, en tout cas sur ce dossier-là, totalement sous influence de l'Arabie Saoudite et du Qatar en particulier, du jeu que les Américains ont avec ces deux pays. Et donc, nous n'avons plus du tout ni un jugement ni une politique étrangère qui soit à la fois objective et indépendante, puisque tout est orienté en fonction d'intérêts économiques, en fonction d'alliances qui aujourd'hui nous amènent finalement dans une espèce d'entonnoir où nous arrivons tous à soutenir les mêmes acteurs, à cacher leur turpitude. Vous parliez effectivement de cette catastrophe humanitaire qui a lieu au Yémen, mais rappelons que la crise du Congo a fait 400 000 morts en 10 ans et qu'on n'en parle jamais alors que c'est un pays anciennement sous influence française. Donc il y a plein d'événements qui se passent au même moment ou à peu près au même moment dans le monde dont on ne parle pas, mais puisque nous sommes rentrés dans une espèce de, non plus de mainstream médiatique aujourd'hui, mais de mainstream politique, nous montrons que finalement, ce qui nous dérange le plus pour des raisons personnelles, politiques ou économiques, et on cache le reste. Pourquoi dites-vous que Pardon, je vous donne la parole tout de suite après. Pourquoi dites-vous que les révolutions arabes étaient fumisterie ? Le régime de Ben Ali est tombé, il a été remplacé par un régime démocratique. Et en Égypte, ce fut le cas jusqu'à ce que les militaires déboulonnent le président élu pour en mettre un autre à la place. Mais quand on regarde les événements de 2011 et qu'on les a étudiés, ce qui est notre cas pendant les 10 années qui précèdent, si je prends l'exemple de la Tunisie, par exemple, des révoltes du pain, des révoltes des ouvriers de la région de Tozeur, il y en a une tous les ans de 2000 à 2010. Un petit peu la même chose en Égypte, et puis d'un seul coup, en 2011, tout bascule. Et on observe, on l'a écrit dans un livre il y a quelques années, on observe que ce soit en Tunisie ou en Égypte, une semaine avant les printemps arabes, Rachid Amar, le chef d'état-major des armées tunisien, est à Washington, et même chose côté égyptien. C'est-à-dire qu'on voit en tout cas dans ces deux pays-là, qu'on déclenché le phénomène, qu'à un moment donné, les armées sont allées à Washington discuter, je ne dis pas prendre des ordres, et elles ont refusé de s'opposer à ces mouvements qu'on voyait se multiplier depuis des années. Elles ont compris qu'elles auraient le soutien des Américains au cas où elles refuseraient de suivre le régime et qu'elles se rallieraient à la population. La deuxième chose qu'on mesure, c'est qu'on retrouve, notamment dans le cas tunisien, dans le cas libyen, dans le cas égyptien, tous ceux qui ont été des leaders sur les réseaux sociaux, les fameux blogueurs, on les retrouve à partir de 2001-2002 dans des réunions au Maroc, dans des réunions parfois en Bosnie, avec un certain nombre de leaders de l'organisation comme Otpor ou autres, qui les préparent à l'action. Donc le côté absolument spontané qu'on veut nous présenter me semble largement exagéré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des véritables aspirations à plus de démocratie, qu'il n'y a pas eu des mouvements populaires. Puis surtout, on a quand même des éléments très sérieux sur un accord au niveau quasiment stratégique entre les Américains et les frères musulmans partout dans le monde arabe, pour faire en sorte que les frères musulmans arrivent au pouvoir. Et vous preniez l'exemple de Bachar, qui aurait libéré, parce qu'on
je suis assez d'accord sur le principe, mais les informations sont très contradictoires. Rappelons que Morsi, qui a été président de l'Égypte, qui est une caricature de ce que les frères musulmans font de plus ridicule, a été libéré lorsqu'une attaque du Hamas cernait près une prison égyptienne, alors qu'il était interné lui-même. Donc, ce que vous décrivez tout à fait vrai, tous les chefs du monde arabe ont fait cela. Et je dirais, cet effet de mode qu'ont été les printemps arabes nous a amené à ne pas voir la situation en Syrie comme nous aurions dû le faire objectivement. Oui, enfin, sans doute a-t-on quelque peu idéalisé les printemps arabes. D'ailleurs, l'expression même de printemps, ce que sans fleurs s'épanouissent, ça rappelle aussi à ceux qui ont connu le maoïsme, d'autres époques suivies d'un hiver particulièrement rigoureux. Mais il me semble que... Y compris la Révolution française. Y compris la Révolution française, absolument. Vous étudiez le renseignement, le dessous des cartes, le dessous des cartes, les phénomènes cachés, les décisions clandestines. Ça n'est pas mon cas. Je vois les choses soit quand je suis sur le terrain, soit en lisant la presse. Et l'idée... il me semble que les printemps arabes correspondaient à une double protestation, à la fois une protestation du moment contre des dictatures qui, à la longue, devenaient de plus en plus difficiles à supporter compte tenu de l'élévation du niveau d'information, d'éducation dans l'ensemble de ces régions, et une protestation sur le futur, disons, parce que ces dictatures se revendiquent comme maintenant héréditaires. On passe le flambeau à son fils, et Bachar est le fils d'Hafez en Syrie, comme Ben Ali allait passer le flambeau au reste de la famille, ainsi de suite. Et ça, c'est une façon de verrouiller l'avenir, de bloquer toute perspective qui avait quelque chose d'étouffant, d'asphyxiant. Et c'est cette volonté de respirer, finalement, de la société qui s'exprimait, je crois, dans le printemps arabe. Et ça, c'est quelque chose d'authentique, qui est éminemment respectable, qui doit être soutenu par les sociétés civiles. D'ailleurs, moi, à l'époque, je m'étais tout à fait opposé, lorsque j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, au soutien officiel de la présidence française, par exemple, au printemps arabe tunisien. Bon, ça a été le contraire qui s'est passé. On se rappelle les livraisons de matériel de répression par Michel Alliot-Marie. Elle les souhaitait. Elle les souhaitait. Elle n'a pas pu, effectivement, les faire. Ça a été interrompu. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il me semble que c'est trop dire que c'est une fumisterie. Il y a quelque chose de l'ordre d'un mouvement profond qui, certes, est récupéré, instrumentalisé, qui fait l'objet de tentatives de redirection de la part des gens. Par ailleurs... Je vous interromps parce qu'on fait une pause et on y revient juste après. Loïc et Geoffroy de la Tullée sont deux frères explorateurs animés par une passion commune, l'eau. Pour leur 5e expédition, ils ont choisi de sillonner l'Amérique du Sud en sidecar, à la rencontre des populations locales. En 5 mois, de la ville de Sao Paulo assoiffée à la terre de feu inhabitée, ils ont parcouru plus de 14 000 km motivés par cette question. Notre usage de l'eau témoigne-t-il de notre lien à la nature ? Attends-moi! Que veut-il dire en japonais, hikikomori? Alors il veut dire qu'il ne sort pas de chez soi, tout simplement. Le propre du phénomène hikikomori, c'est qu'on trouve des jeunes au Japon qui refusent de sortir de chez eux, alors qu'ils n'ont pas de pathologie identifiée dans la nomenclature psychiatrique aujourd'hui. Les hikikomori ne sont pas des fadas de jeux vidéo, c'est pas des gens qui passent tout leur temps dans leur chambre, scotchés à l'ordinateur à jouer aux jeux vidéo. Et c'est un documentaire qui permet de comprendre en quoi ce phénomène est vraiment spécifique de la culture japonaise. Au Japon, la pression scolaire est extrêmement forte, mais les parents s'endettent souvent à vie pour que leurs enfants fassent des études. Et puis vous savez, au moment de la crise d'adolescence, il y a quelque chose qui est remis en question. C'est une super méga crise d'adolescence, considérablement majorée par la situation économique, culturelle, sociale, familiale qu'il y a au Japon.
Nous reprenons ce débat sur la Syrie avec Ronnie Broman, avec Frédéric Pichon et Éric Denessé. Alors, faisons essayons de faire un petit panorama de la Syrie aujourd'hui. Qui gagne et qui perd à l'issue de ces près de 8 années de guerre? Pour vous, Éric Denessé? Pour moi, il y a deux grands gagnants qui sont la Russie la Syrie d'abord, le régime de Bachar qui a gagné, la Russie qui a pu rétablir un rôle international qu'elle n'avait pas il y a encore. Et ça, c'est en Syrie qu'elle y est parvenue? Elle y est parvenue grâce à la Syrie. Puis après, il y a deux autres États qui gagnent à un degré moindre, l'Iran. L'Iran, pour une raison simple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce pays, on s'aperçoit que c'est un pays qui tient ses engagements internationaux. L'une des raisons pour lesquelles Téhéran a soutenu Damas, c'est qu'il faut se rappeler que pendant la guerre Iran-Irak, le seul État qui ait soutenu l'Iran était la Syrie. Ouvertement. Mais donc c'est le discours qu'ils tiennent et ça leur redonne, en tout cas dans la région, une certaine crédibilité. Ils ont bien sûr étendu un peu leur influence. Et puis la Turquie, qui elle a réussi malheureusement avec le régime Erdogan non seulement à rentrer, à occuper illégalement une partie du territoire syrien et à faire passer les Kurdes pour des terroristes, à la fois pour des raisons intérieures et pour l'instant peut-être à faire fléchir les États-Unis, mais en jouant très astucieusement sur ces relations aussi bien avec la Russie et les États-Unis et justement sur les dissensions entre Moscou et Washington. Alors si Éric Denessé a raison, pourquoi est-ce que Donald Trump retire ses troupes comme s'il avait gagné? Parce que visiblement ce sont tous ses adversaires qui l'ont emporté. Oui, mais alors je pense que là on est dans l'agenda américain, enfin de Trumpien en l'occurrence, qui est d'abord très cohérent. C'est quelqu'un qui avait annoncé. Moi, je fais aussi partie de ceux qui n'ont pas été surpris par le désengagement américain. Il l'avait dit. Il avait dit qu'il le ferait. Et étant donné, si on se met un peu dans la tête de Donald Trump, quand on voit à qui il parle et par qui il a été élu et à qui il doit sa légitimité, je ne veux pas caricaturer l'électorat de Trump, on ne va pas tomber dans la caricature du redneck ou des traités tout simplement d'imbéciles, comme souvent certains médias ont le travers, à mon avis, de le faire. Mais c'est vrai que l'Américain moyen qui vote Trump et à qui s'adresse Trump, je crois qu'il ne sait même pas placer sur une carte la Mésopotamie. Donc si vous voulez aller, encore une fois, Trump, il est redevable des dollars américains. Contrer l'Iran depuis le nord-est de la Syrie, ça ne paraît pas très crédible. Dire qu'en mettant 2000 soldats jusqu'à Kamishli ou Hasakeh, on va empêcher l'Iran d'étendre ses tentacules en Syrie, tout ça n'était pas crédible. Donc je crois que Trump préfère en avoir pour ses dollars, laisser se débrouiller les acteurs sur le terrain, en adressant des menaces aux uns et aux autres, comme il l'a fait aujourd'hui avec la Turquie. Et puis voilà, et je pense qu'il préfère ça à voir rentrer les Marines entre quatre planches. En même temps, il dit aussi que finalement, ils resteront quand même le temps que Daesh soit définitivement vaincu. À mon avis, ça c'est vraiment... Enfin, moi je reste sur le premier propos de Trump. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui hésite. Je ne pense pas quelqu'un qui, sur tous les sujets, qu'on prenne le mur avec le Mexique, etc., sur les accords commerciaux, la renégociation de l'ALENA, etc., il a fait tout ce qu'il avait dit. Donc là, je pense qu'on est... ça exerce les méninges de certains commentateurs, de savoir dans quelles sont les modalités du faux départ de Trump. Mais c'est fini. Je veux dire, les États-Unis ne veulent plus s'impliquer, il l'a dit. Alors, je pense qu'il compte déléguer. En fait, paradoxalement, Trump est dans la continuité d'Obama en politique étrangère. Il ne pouvait pas totalement rompre avec cela. Il est dans la continuité d'Obama, c'est-à-dire il s'agit de réduire l'empreinte des États-Unis. Et avec le discours nationaliste de Trump, ça passe très bien. Les États-Unis ne sont pas le gendarme du monde. Et il a fait dans un tweet une déclaration tout à fait intéressante qui concerne notre sujet sur la reconstruction de la Syrie, en disant il y a un très beau pays en pleine forme économique, plein de ressources, qui s'appelle l'Arabie Saoudite, qui est pas loin. Pourquoi ce serait aux États-Unis de régler le problème et de reconstruire la Syrie? Voilà, mes amis saoudiens, je compte sur vous. C'est ce qui est en train de se passer. On va avoir des surprises, je pense, dans les semaines qui viennent. On a déjà l'ambassade des Émirats Arabes Unis qui a réouvert à Damas. Le Koweït et Bahreïn vont suivre.
Et il est probable que l'Arabie Saoudite change à 180 degrés de position et préfère, et je pense que c'est le jeu des Américains, reconstruire ou en tout cas assurer une forme d'influence dans la reconstruction. C'est ça qu'on n'a pas compris, à mon avis, certains responsables du Quai d'Orsay, c'est que c'est de l'influence aussi, la reconstruction. Ce que ne veulent pas, c'est tout ce qui reste comme politique pour les pays du Golfe, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que la reconstruction soit faite par les Iraniens, qui, à mon avis, de toute façon, n'ont pas tout à fait les moyens, mais ils ne veulent pas d'une Syrie reconstruite par les Iraniens. Mais à ce moment-là, il est très probable que ce soit eux qui vont reconstruire. En dépit de l'influence que l'Iran peut avoir auprès du régime de Bachar el-Assad. Moi, cette influence, je pense qu'elle est très exagérée. Pour avoir côtoyé un certain nombre de cercles proches du pouvoir, très franchement, je crois qu'on peut le dire ici, tous les responsables que j'ai vus, du ministère des Affaires étrangères syrien, etc., y compris de l'armée, préfèrent parler avec les Russes. Ils parlent le même langage, et au sens propre du terme. Si vous voulez, quand vous prenez les officiers de l'armée syrienne, ils ont tous été formés en URSS à l'époque, et ils continuent, et là, depuis que la Russie est intervenue en 2015, ils continuent de les former, etc. Ils sont russophones. Et du point de vue diplomatique, ils sont à l'ancienne, c'est-à-dire à la diplomatie soviétique, et il y a en plus, si vous voulez, même du point de vue religieux, quelque chose qui joue. On dit souvent les alaouites, c'est des chiites. Je crois que c'est tellement idiot de raisonner comme ça. Il y a chez les alaouites, mais aussi chez les gens qui sont proches et qui sont dans l'entourage de Bachar el-Assad, une valeur fondamentale qu'on retrouvait en Syrie malgré tous les défauts qu'avait cette société, c'est on ne parle jamais de religion en Syrie. On ne parlait jamais de religion. Moi, j'ai vécu au Liban, j'arrivais en Syrie, je devais arrêter de immédiatement faire comme au Liban, m'intéresser à la confession de mon interlocuteur. C'est quelque chose de tabou. Et si vous voulez, les démonstrations, une forme de bigoterie qui peut être considérée comme bigoterie des chiites qui sont minoritaires en Syrie et des Iraniens, en général, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout dans l'imaginaire politique et dans les pratiques politiques en Syrie. Donc je ne crois pas que l'Iran... Je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt, il y a des pays qui ont intérêt à surévaluer l'influence de l'Iran, y compris militaire, en Syrie, pour continuer à avoir des leviers pour que le conflit peut-être se prolonge, ou en tout cas ne soit pas réglé tout de suite de la manière dont il est en train de se régler, en fait. René Broman, je pense, comme tout le monde ici, que Vladimir Poutine est en effet, que la Russie est la grande gagnante. C'est son intervention qui a infléchi le cours de ce conflit. C'est elle qui a fait son retour, en effet, sur la scène internationale, alors qu'elle en avait été d'une certaine manière expulsée au moment de la chute du mur, et ça a été le grand retour. Donc oui, Poutine est aujourd'hui apparaît comme le grand régulateur de la région. Là où je me distinguerais peut-être de vous du point de vue de la continuité entre Trump et Obama, c'est que Obama acceptait, était partisan d'un règlement politique durement négocié, mais d'un règlement politique avec l'Iran, tandis que Trump suit la politique israélienne d'une agressivité extrême contre l'Iran, qui me semble extrêmement dangereuse. Ça peut changer, en effet. Comme ça a changé avec la Corée du Nord. En effet, ça peut changer. De surprise. Là où je me retrouve de façon étonnante, même à mes propres yeux, en accord total avec Trump, c'est lorsqu'il dit que les États-Unis doivent plus être le gendarme du monde. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour approuver cela. Alors ça suppose évidemment des transitions extrêmement difficiles. Quant à savoir si Bachar el-Assad est aussi le gagnant, moi je ne me prononce pas à ce stade. Je crois il est au cœur, il est dans l'œil du cyclone. On verra lorsque la tempête sera passée s'il a pu rester en place ou si sa position est La France parle encore de son espoir de voir des élections en Syrie à la fin de la guerre, et ce qui légitimerait ou au contraire écarterait définitivement Bachar el-Assad du pouvoir. Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est seulement imaginable? Non, moi d'abord, je pense qu'on rêve éveillé. Notre politique étrangère a été très erronée et erratique ces dernières années, mais on atteint aujourd'hui un summum. Il faut dire qu'on a le trio entre le ministre de la
Défense, le Président de la République et le ministre des Affaires étrangères le plus inexpérimenté de la Ve République. Sans porter de jugement sur les questions politiques, Emmanuel Macron n'a aucune connaissance et aucune expérience internationale. Il a des conseillers. Alors, bien entendu, mais en dernier recours. Alors, on a vu les erreurs des conseillers, ou en tout cas les choix plus que les erreurs. Parce oui, le problème d'un dirigeant, c'est de savoir s'entourer. Voilà, les positions qui ont été prises correspondent aussi à des écoles de pensée, que ce soit au Quai d'Orsay ou ailleurs. Mais aujourd'hui, ces trois dirigeants que sont Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian et à un moindre degré Florence Parly sont probablement, je ne vais pas dire la pire équipe, mais l'équipe, c'est le piratage, en tout cas le moins expérimenté depuis le début de la Ve République. Donc nous continuons à accumuler les erreurs et on se souvient d'une intervention d'Emmanuel Macron au Parlement européen sur les questions syriennes où son discours était, où il a tenu des propos qui n'étaient pas à tenir en étant dans l'émotion. Donc aujourd'hui, je pense que nous continuons sur cette voie qui dérive lentement et nous nous éloignons un peu plus de la réalité en continuant à proposer des solutions qui n'ont aucun sens et aucun réalisme. Mais c'est peut-être une manière de jouer un rôle, justement, hypothétiquement, dans cette région. C'est que de montrer qu'on n'est pas exactement comme les Américains. Je le souhaiterais, j'en doute. Il faudrait peut-être qu'il écoute un peu plus Hubert Védrine. Je ne sais pas ce qui est devenu, parce qu'on dit qu'Hubert Védrine parlait à l'oreille du président, mais je ne suis pas sûr qu'il était entièrement écouté. Au Quai d'Orsay, il y a encore de la résistance. Oui. Il y a encore des diplomates qui font de la résistance. Perseverare diabolicum. Enfin bon, c'est vraiment les mêmes qui n'ont rien vu venir en 2011, qui ont fait des pronostics erronés, qui en 2017, comme je citais tout à l'heure, continuent à... Le document de 2017 était quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il disait que maintenant la France ne devait pas reconstruire, mais devait encourager des systèmes de gouvernance locale dans les zones rebelles. Voilà. À Deir ez-Zor, à Idlib, dans la Ghouta. Dans la Ghouta, c'était Jaïch al-Islam. À Idlib, actuellement, on le sait depuis 3 jours, c'est Hayat Tahrir al-Sham, c'est-à-dire l'émanation d'Al-Qaïda, enfin, même s'ils prétendent avoir rompu avec eux. Et à Deir ez-Zor, c'était l'État islamique. Enfin, on avait l'impression qu'on était complètement sur une autre planète en les lisant, bien entendu. Maintenant, je crois qu'en même temps, on peut toujours revenir. Je veux dire, il faudrait avoir cette plasticité, cette souplesse qu'ont certaines puissances de la région pour être capable, par pragmatisme, de dire voilà, le jeu s'arrête, maintenant on essaye de reparler. On a des intérêts quand même à peser dans le processus. On a des intérêts sécuritaires d'abord, parce qu'il y a un certain nombre d'Européens qui sont encore là-bas, et dans ces Européens, il y a majoritairement des Français et des Belges. C'est pas très loin de nos frontières. Je pense qu'on a intérêt à ne pas totalement ignorer ce qui se passe là-bas, y compris au nord-est. Et c'est pour ça que, a priori, le maintien de forces spéciales au nord-est de la Syrie ne me semble pas une mauvaise nouvelle. Mais la question, c'est quelle est la stratégie politique derrière ? Jean-Yves Le Drian dit on attend une transition politique, mais c'est pas tellement ça. La nature a horreur du vide. On voit bien que tous les problèmes depuis une trentaine d'années sont venus d'espaces où il n'y avait plus de régulation étatique. On ne peut pas encourager comme ça des sanctuaires, des zones grises qui deviennent des sanctuaires pour le terrorisme. Donc là, il y a peut-être un levier. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on est peut-être les derniers à avoir des forces sur place, mais ça pourrait servir. Maintenant, je sais pas. Et les Kurdes, alors, qui ont joué un rôle crucial dans la victoire contre Daesh sur le terrain. Oui, un mot d'abord là-dessus pour dire que je trouve aussi que l'existence de noyaux durs, de zones encore sous contrôle de Daesh, impose, étant donné que nous sommes indiscutablement une cible, impose une présence d'ordre sécuritaire. En effet, en tout cas, justifie, impose jusqu'à quel point ça va être efficace. Je ne sais pas, mais en tout cas, on comprend le sens de ces forces. On le comprend moins s'il s'agit de peser sur les orientations de la politique syrienne. Ce sont deux choses différentes. Que la France se défende par anticipation en envoyant des forces spéciales combattre ceux qui la combattent, le Bataclan, Charlie, etc. Tout ça, ce ne sont pas des détails, ce sont des choses importantes et ça fait partie des responsabilités gouvernementales qu'il faut savoir assumer, même dans la difficulté. Mais c'est tout autre chose que de dire que ça peut influer. Moi, je crois que la France n'a pas d'autre rôle à jouer que d'être une puissance de médiation. Une puissance au sens où, il y a une certaine puissance militaire, il y a la présence, le statut de membre permanent du Conseil de sécurité, une histoire diplomatique importante, riche. Notamment en Syrie. Notamment en Syrie, mais enfin ailleurs également, notamment aussi dans le conflit israélo-palestinien, à l'époque où la France
époque que je regrette, avait une position équilibrée entre Palestiniens et Israéliens, époque malheureusement révolue, mais qui pourrait bien revenir, on ne sait jamais. C'est pas... En tout cas, ce rôle-là, il ne consiste pas à dire qui doit faire quoi, mais à jouer, à prendre un statut de médiateur crédible. Je suis d'accord aussi sur le fait que la perspective de la reconstruction, elle est évidemment pas à l'échelle de la France, mais l'échelle de l'Europe est déjà plus convenable. C'est du soft power aussi. Ce ne sont pas, c'est pas simplement une initiative d'ordre humanitaire. Voilà. C'est pas un cadeau dû à notre bon cœur. C'est aussi une présence politique, diplomatique, économique qui est importante. Alors, j'en viens aux Kurdes. Ce qui rend difficile la discussion sur la question kurde, là, c'est l'espèce de... Pardonnez-moi, ce n'est pas de manque de respect pour les combattants kurdes qui ont payé un lourd tribut et qui sont des gens que je respecte, mais c'est une espèce de kurdophilie. J'ai eu l'occasion... dans certains cours, de parler de certaines populations qui sont un peu les bébés phoques de l'humanitaire, si vous voulez, le bébé phoque, c'est l'innocence incarnée, ça fait craquer tout le monde, ça attendrit, etc. Et les Kurdes ont un peu ce rôle-là. Si l'on regarde l'histoire des Kurdes, et notamment l'histoire des Kurdes de Turquie, on voit que le jeu avec le pouvoir a été quand même beaucoup plus complexe que cela, que les milices kurdes ont été des milices supplétives du pouvoir de Bachar el-Assad, que Abdullah Öcalan, quand même le grand leader du PKK, a résidé pendant 15 ans en tant que protégé du régime, et que donc ils vont partie liée, alors que aujourd'hui, Daesh a joué le YPG a joué un grand rôle, c'est-à-dire en gros la filière locale du PKK a joué un grand rôle dans le combat contre Daesh et libéré Kobané, tout de même grâce à des bombardements très appuyés des Américains. Sinon, Kobané n'aurait pas pu être libéré. Ça leur donne en effet un statut. Mais enfin, on ne peut pas laisser tomber les Kurdes, ce serait un très mauvais signal, mais on ne peut pas faire des Kurdes le centre de la question. Donc c'est dans cet entre-deux, et c'est là que je reviens, c'est pour ça que je tenais à en parler, l'importance de la médiation politique internationale. Le règlement, il sera local et régional. Mais les médiations, elles peuvent venir d'ailleurs. Et c'est au service de ce règlement-là que l'on doit se mettre, y compris pour ce qui concerne le respect des minorités. Mais tout ne peut pas, le règlement de la question kurde, s'il tentait qu'on en soit là, ne peut pas tourner autour de la question kurde. Vous êtes d'accord avec Denis ? Oui, malheureusement, je dirais en plus les Kurdes de Syrie sont les plus, les moins nombreux de cette. Oui, ils sont 2 millions. Oui, et donc c'est eux qui ont le plus intérêt à passer des alliances. Je voudrais revenir un instant sur on parlait tout à l'heure de l'image de la France en Syrie. Il y a un paradoxe, c'est qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. C'est-à-dire que l'image de notre gouvernement est épouvantable, l'image de notre pays par sa représentation politique est très négative, pour 2 raisons. C'est qu'elle a d'abord énormément déçu les Syriens qui attendaient de nous finalement plus que des autres, pour des raisons historiques, on l'a dit. Les Syriens ont coutume de dire « Nous avons été pendant plusieurs siècles sous l'Empire ottoman et personne ne part turc ici. Nous avons été une trentaine d'années sous l'influence française et nous sommes nombreux à parler français. » Il y a un deuxième élément qui est important de connaître, c'est que si nous avons été l'un des pays les plus durs contre le régime de Bachar el-Assad, nous sommes aussi le pays qui avons envoyé le plus de délégations non officielles. Et ça, pour les Syriens, c'est quelque chose qui les a beaucoup frappés. Mais le nombre de délégations de think tanks, d'ONG, de politiques, je pense à Thierry Mariani qui vient de rejoindre le Front National ces derniers jours, mais il y a eu un nombre de parlementaires, de représentants français, de centres de recherche qui sont allés là-bas et qui ont finalement, sans le vouloir expressément, permis de maintenir une certaine idée de la France, de gens qui venaient leur témoigner, non pas au régime, mais aux Syriens, à Alep, à Damas et ailleurs, et un soutien en ayant une position neutre, mais en leur disant, écoutez, voilà, nous venons voir dans le pays ce qui se passe réellement, de quoi êtes-vous victime. Et ça, d'une certaine façon, ça a permis de maintenir une image de la France qui n'est pas intacte, elle sera gratignée, mais qui n'a fait que c'est venu contrebattre un petit peu la mauvaise... Vous parlez auprès de ceux qui sympathisent avec le régime de Bachar el-Assad. Bien évidemment, quand on va dans le régime, ceux qui restent en Syrie, parce que ce n'est pas parce qu'on reste en Syrie qu'on sympathise automatiquement avec le régime de Bachar el-Assad. Mais voilà, il y a eu cette présence et elle n'est pas neutre, elle a permis d'une certaine façon, sans que ce soit une diplomatie parallèle, mais de parvenir à cet effet de maintenir un peu notre image. Est-ce que ça n'était pas aussi un moyen pour les gouvernements français successifs, qui étaient tous
plus anti-Bachar el-Assad, en tout cas officiellement, que d'envoyer des émissaires par ailleurs en disant attendez, parce qu'on se souvient que François Hollande voulait intervenir contre Bachar el-Assad, que Nicolas Sarkozy, qui n'était plus président, l'encourageait vivement pendant l'été en disant c'est une honte qu'on ne soit pas encore intervenu contre Bachar el-Assad. Donc a priori il y a une continuité là. Avec Pichon. Enfin, vu l'accueil au retour qu'ont eu ces délégations, je ne peux pas croire qu'ils étaient envoyés là volontairement par le pouvoir. Mais je confirme tout à fait ce que vous dites, y compris sur le plan économique. Moi, je me souviens que des interlocuteurs syriens m'ont dit le problème, y compris, on a une demande de la France. On a une demande de France. On veut que la France fasse quelque chose, parce que là, on voit très bien ce qui va se passer. La reconstruction, ça va être l'Asie. Enfin, l'Asie. Bon, l'Asie, la Syrie est en Asie déjà, mais et eux nous disent, nous, on a plus d'acquaintance avec l'Europe. Finalement, on a plus de ressemblance avec l'Europe. On n'a pas envie d'être complètement absorbé économiquement par la Chine, par tous les grands pays émergents d'Asie qui sont en train d'investir. Alors la Chine n'est pas encore très présente en Syrie, mais vous avez déjà la Malaisie, vous avez l'Indonésie, vous avez un certain nombre de pays comme ça. Et il y avait vraiment une demande de France, ne serait-ce que pour contrebalancer un petit peu l'influence des nouvelles puissances. La Syrie est en train de basculer dans un autre monde en fait. Ils en ont conscience, et même économiquement, il n'est pas sûr que la porte soit totalement fermée à des entreprises françaises, pour peu évidemment qu'elles n'opèrent pas aux États-Unis et en dollars. Alors comment vous voyez l'avenir pour la Syrie une fois ce conflit terminé, comment peut-il se terminer? Pouvez-vous, René Broman? J'avoue que je ne me sens pas capable de répondre à cette question, si ce n'est en constatant que tous les conflits armés ont une fin, que celui-ci, comme les autres, connaîtra ce dénouement inéluctable. Je ne me sens capable que de formuler des souhaits, qu'un régime plus inclusif, plus souple, plus accessible aux critiques de la population soit mis en place, avec ou sans Bachar el-Assad, à mon avis probablement sans, à un certain terme, pas tout de suite en tout cas, ça me semble en effet exclu, mais je ne me sens pas capable d'aller plus loin. Moi je vois deux bémols à cette paix. Le premier, pour en avoir parlé, et pas mal de Syriens, pas seulement des Syriens qui sont en Syrie, je crois que ça va être très compliqué, une forme de réconciliation nationale. Il y a des haines qui se sont créées, il y a du sang, il y a des morts dans toutes les familles, quelles qu'elles soient, et c'est quelque chose qui m'a paru très très fort. Enfin, c'est-à-dire que il y a un dégoût pour cette guerre pour rien qui finalement va se terminer comme ça, alors qu'il aurait fallu peut-être passer par d'autres moyens. Donc il y a l'aspect la violence d'une part. D'autre part, moi ce que je vois de la reconstruction qui est en train d'être opérée, pour moi ils sont en train de le faire sur un modèle qui est précisément, à mon avis, l'une des causes, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, je ne voulais pas en rajouter sur la question, qui est une des causes du soulèvement. C'est-à-dire que on est sur un modèle de métropolisation du territoire syrien. C'est ça qui a fait que toutes les périphéries de l'espace syrien se sont révoltées à un moment donné aussi contre les grandes villes. C'est pour ça que les grandes villes ont tenu, parce que les Syriens des grandes villes, ils ont profité à plein de l'ouverture économique initiée par Bachar el-Assad au début des années 2000. C'est un petit peu la France périphérique, c'est un petit peu toutes choses égales d'ailleurs, je ne voudrais surtout pas rentrer sur l'actualité, mais les gilets jaunes, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a eu ça aussi dans le déclenchement du conflit syrien. Alors, à la fin de la guerre, là, si tant est qu'on soit à la fin de la guerre, qu'est-ce qui se passe ? Toutes ces populations rebelles, périphériques, banlieusardes, la Ruta, il faut bien voir, c'était de l'habitat illégal. La plupart des immeubles qui ont été détruits, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il fallait détruire à coups de canon, hein, mais tous les immeubles de la Ruta, par exemple, ou d'une partie d'Alep-Est, étaient de l'habitat illégal. C'est un phénomène assez classique dans les pays en voie de développement. On voit grossir comme ça des périphéries. Et le phénomène de métropolisation a vidé les campagnes. L'État lui-même, l'État syrien, qui avait été félicité, adoubé par le FMI pour avoir fait des réformes, des politiques d'ajustement structurel, d'avoir réduit ses dépenses, d'avoir retiré son empreinte justement des fermes d'État, eh bien, s'est retrouvé ennemi de son propre peuple. Donc il y avait aussi des causes sociales. Moi, je ne vois pas dans la reconstruction actuelle, j'ai eu vent d'un certain nombre de projets, je ne vois pas de changement de cette politique. Alors, vous me direz,
Non, le problème est un peu différent parce qu'en réalité, tous ceux qui n'acceptaient pas cet ordre et cette métropolisation, probablement ne reviendront pas. Voilà, pas tous les réfugiés, mais ceux qui étaient concernés vraiment par ça, ils ne reviendront pas. Pourquoi ? Parce que, leurs titres de propriété foncière, notamment, se sont envolés, n'existent plus. Il y a eu au printemps dernier une loi numéro 10 qui a dit, voilà, si vous voulez revendiquer propriété foncière, vous avez 1 mois pour vous manifester. Mais quand vous habitiez des immeubles qui n'avaient jamais été autorisés, vous n'avez plus de propriété foncière, donc vous ne reviendrez pas. Éric Denessé ? Oui, moi je pense que, comme on le disait en ouverture d'émission, que la guerre civile est terminée. Par contre, je suis beaucoup plus inquiet sur les aspects internationaux, notamment effectivement la situation des Turcs au nord vis-à-vis des Kurdes et leur présence sur le territoire syrien, la réaction à terme du gouvernement de Bachar el-Assad. Au-delà de ça, le pillage économique continue systématiquement, les Turcs en ayant déplacé les usines. Et à un moment donné, ça crée un ras-le-bol. Et puis, au sud, le problème lié à la présence du Hezbollah et des Iraniens, sans parler de la justification des uns ou des autres, mais on a là 2 foyers, 2 risques d'explosion qui pourraient entraîner un rebondissement, mais je fais la différence entre l'aspect guerre civile qui pour moi aujourd'hui a été gagné par voie de fait par Bachar el-Assad et puis ces ferments de crise internationale qui existent sur les frontières. Mais quand vous dites un rebondissement, qu'est-ce que vous appelez un rebondissement ? Écoutez, je pense qu'on est là face à un baril de poudre avec plusieurs mèches et qu'il suffirait de pas grand-chose, notamment en raison de l'attitude américaine à l'égard de l'Iran en matière de sanctions, les durcissements du régime iranien, notamment des passes d'Aran, parce que les Iraniens qui sont présents en Syrie, c'est pas le peuple iranien, ce sont les hommes les plus radicaux et les plus fondamentalistes du régime iranien. Et même si on a affaire généralement à des gens sensés, on n'est pas à l'abri d'une explosion locale. Le Hezbollah s'est considérablement renforcé pendant ces années de conflit et les Israéliens sont extrêmement inquiets. On les voit multiplier un certain nombre d'actions en Syrie. On a là, à mon sens, 2 ferments de crise importants, dont je ne dis pas qu'elles exploseront, mais qui sont potentiellement préoccupantes. Je vous remercie tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro. Nous nous sentions comme des propriétaires qui venaient faire l'inspection de leur nouveau territoire. Et si quelqu'un m'avait dit à